Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Claire, qui s'intitule ainsi. Ma sœur a annoncé sa 4e grossesse et a dit, les enfants vont venir vivre chez toi quelques mois, le temps que j'accouche. J'ai refusé et je suis partie. Une semaine plus tard, elle les a laissés devant ma porte et a appelé la police quand je l'ai traitée de folle. Alors, c'est parti. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et je travaille comme développeuse informatique pour une grande société technologique. La bonne nouvelle, c'est que je travaille à distance, donc depuis mon bureau à la maison. La mauvaise, c'est que ma famille pense que ça veut dire que je suis toujours disponible pour garder des enfants. Mes parents sont retraités et j'ai une sœur aînée, Michelle, 37 ans. Elle a divorcé il y a 2 ans et a 3 enfants, Alexandre, 9 ans, Emma, 7 ans, et Théo, 6 ans. Depuis son divorce, Michelle est obsédée par l'idée de retrouver un mari. Le problème, c'est qu'avec 3 jeunes enfants, sortir avec des hommes est compliqué. Sa solution, déposer sans arrêt ses enfants chez moi. Au début, ce n'était que pour quelques heures quand elle avait un rendez-vous. Mais depuis 1 an, ça a complètement dérapé. Je suis quasiment en train d'élever ses enfants à sa place. Heureusement, Alexandre est calme et m'aide beaucoup avec les 2 plus jeunes, sinon je serais déjà à bout de nerfs. Même avec son aide, s'occuper de 3 enfants tout en travaillant à plein temps est épuisant. Michel vit dans un appartement en location, reçoit une pension alimentaire correcte de son ex-mari et travaille à mi-temps dans une agence de communication, peut-être 20 heures par semaine. Moi, je gagne bien ma vie comme développeuse senior et en plus je l'aide financièrement. Nos parents retraités lui donnent aussi de l'argent régulièrement. Voilà à quoi ressemble une journée typique pour moi, je me lève à 6 heures pour travailler avant que les enfants ne se réveillent. Vers 7 heures, Michel me les dépose, que ce soit pour aller travailler ou pour autre chose. Ensuite, je leur prépare le petit déjeuner, je m'assure qu'ils soient habillés, je les emmène à l'école, et j'essaie de coder quelques heures. L'après-midi, il y a les devoirs, je m'assois avec chacun pour les aider en maths, en lecture, tout. Puis je dois préparer le dîner pour 4 personnes. Après le repas, le bain et le coucher, il est déjà 21 ou 22 heures. Et c'est là que ma vraie journée de travail commence, je reste éveillée jusqu'à minuit ou plus pour rattraper les projets que je n'ai pas pu finir. J'ai déjà raté plusieurs délais, ce qui n'est pas bon pour ma carrière. Le pire, c'est que Michelle trouve ça parfaitement normal. Elle ne demande jamais si je suis disponible, elle suppose toujours que je prendrai ses enfants. Mais apparemment, ça allait encore empirer. Mercredi dernier, elle m'a appelé à la pause déjeuner. Claire, il faut que tu viennes dîner chez papa et maman samedi. J'ai une grande annonce à faire. Toute la famille doit être là. Tu ne peux pas me le dire maintenant? Non, il faut que ce soit en personne. Tu verras, tu voudras l'entendre. Je ne savais pas du tout ce qu'elle préparait, mais j'étais curieuse. Peut-être qu'elle avait enfin trouvé un compagnon sérieux qui l'aiderait avec les enfants. Ça aurait été la meilleure nouvelle depuis des mois. Samedi, je suis arrivée chez mes parents vers 17 heures. La voiture de Michel était déjà dans l'allée, avec une autre que je ne connaissais pas. En entrant, j'ai vu Michel avec les enfants dans le salon, accompagné d'un homme que je n'avais jamais rencontré. Il avait la trentaine avancée, taille moyenne, un peu nerveux. « Claire !» s'est exclamé Michel en me serrant dans ses bras. « Je suis si contente que tu sois là. Je te présente Denis. » Il s'est levé et m'a serré la main. « Enchanté. Michel m'a beaucoup parlé de toi. »« Enchanté, moi aussi. » Mes parents sont sortis de la cuisine et nous nous sommes installés à table. Les enfants étaient étonnamment sages, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Au milieu du repas, je n'ai plus tenu. Bon Michel, quelle est cette grande annonce? Elle s'est raclée la gorge, a pris la main de Denis et rayonnait littéralement. Eh bien, tout le monde. Denis et moi avons une grande nouvelle. Pause dramatique. Je suis enceinte. Et nous allons bientôt nous marier. Le silence a duré 5 secondes, puis mes parents ont crié de joie et l'ont serré dans leurs bras. Denis souriait, ravi des félicitations. Moi, je suis restée figée. Michel gérait à peine ses 3 enfants, vivait de pension et d'aide familiale. Comment un 4e allait-il améliorer la situation? Félicitations, ai-je fini par dire. C'est waouh, une grande nouvelle. Merci Claire. Mais en fait, il y a autre chose. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire décontracté qui m'a tout de suite mise mal à l'aise. J'aurais besoin que tu prennes les enfants pendant quelques mois, le temps de ma grossesse et après la naissance. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Quoi? Juste temporairement? Tu sais, pour que je puisse rester en forme pendant la grossesse, puis m'adapter à l'arrivée du bébé. Michel, tu es complètement folle? Son sourire a disparu. Comment ça?
Tu veux que je m'occupe de tes 3 enfants pendant des mois? En plus de tout ce que je fais déjà? Claire, il n'y a rien de mal à aider ta sœur avec tes neveux et ta nièce. À donner un coup de main. Mais je les élève déjà, moi. Je les nourris, je fais les devoirs avec eux, j'achète leurs vêtements, je paie leurs activités. Je suis épuisée. Les yeux de Michel se sont remplis de larmes. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste et radine. Je me suis tournée vers mes parents, certaine qu'ils allaient lui dire qu'elle exagérait. Mais ma mère m'a lancé un regard sévère. Claire, tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas comme c'est difficile d'en élever. Je l'ai fixée, sidérée. Moi? Ne pas comprendre? Ça fait 1 an que je m'occupe sans arrêt des enfants de Michel. Ce n'est pas pareil, a dit mon père. Michel a besoin de notre soutien en ce moment. Et moi? Mon travail? Ma vie? Et si Michel veut un autre enfant, elle doit pouvoir le faire sans être critiquée par sa famille, a ajouté ma mère. Je me suis levée de table. Alors, elle le fera sans mon aide. J'ai pris mon sac et je suis sortie, tandis que Michel éclatait en sanglots et que mes parents criaient que j'avais des obligations familiales. En rentrant chez moi, furieuse, j'ai trouvé mon téléphone bombardé de messages. Tu es une sœur horrible, comment peux-tu être si égoïste? Michel. Claire, tu devrais avoir honte. C'est ton devoir d'aider ta famille. Maman. Michel a besoin de soutien, pas de critique. Tu es déraisonnable. Papa. Je n'ai répondu à aucun. Je me suis dit qu'il finirait par réaliser l'absurdité de la demande de Michel. Franchement, demander à quelqu'un de garder 3 enfants pendant des mois, le temps d'une grossesse et d'un mariage, c'est insensé. J'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher tôt, pour la première fois depuis des mois. Et la semaine qui a suivi fut la plus paisible depuis plus d'1 an. Pas d'enfants déposés chez moi, pas d'appels culpabilisants de mes parents. Juste moi, mon travail, et le silence. J'ai enfin pu finir mes projets à temps, et même dépasser les attentes. Mon chef a parlé d'une prime de performance. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être à nouveau compétente dans mon métier. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. Samedi matin, je dormais enfin un peu quand des coups violents à la porte m'ont réveillée. Il était 7 heures. Je suis descendue en pyjama, et par l'œilleton, j'ai vu mes 3 neveux sur le perron, valise à la main. J'ai ouvert aussitôt. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils avaient l'air effrayés. Alexandre tenait la main d'Emma, et Théo serrait sa peluche contre lui. Maman nous a amenés ici, a murmuré Alexandre. Elle a posé nos valises devant la porte et nous a dit d'attendre 5 minutes avant de frapper. Elle a dit que tu t'occuperais de nous. Mon cœur s'est emballé. Elle vous a laissé seul dehors? Pas longtemps, a dit vite Alexandre. Mais on ne savait pas quoi faire. Je les ai fait entrer, installés sur le canapé avec du jus et des céréales, puis j'ai appelé Michel. 10 sonneries avant qu'elle décroche. Quoi? Michel, tu as laissé 3 enfants dehors sans surveillance. Il aurait pu leur arriver n'importe quoi. Oh ça va, c'était juste 5 minutes. De toute façon, tu les aurais gardés. Mais tu es complètement folle? Claire, je sais que tu finiras par céder. Tu l'as toujours fait. Les enfants ont besoin de stabilité. Viens les chercher immédiatement. Impossible. Denis et moi avons des projets aujourd'hui. Et elle a raccroché. J'ai aussitôt appelé mes parents. Maman, Michel vient de larguer ses enfants devant chez moi et de partir. Silence. Puis ma mère. Claire, ta sœur essaie de construire sa vie avec Denis. Elle doit se concentrer sur sa relation. Et ses enfants existants, elle en fait quoi? Arrête d'être égoïste et aide ta famille. J'ai raccroché, incrédule. 20 minutes plus tard, de nouveaux coups à ma porte. Cette fois, 2 policiers. Madame, nous avons reçu un appel disant que vous comptiez abandonner 3 enfants. Quoi? Mais c'est totalement faux. L'appelante a dit que vous vouliez mettre vos neveux à la porte. Je n'en revenais pas. Michel avait osé appeler la police. Officier, ma sœur a déposé ses enfants ce matin et les a laissés seuls devant ma maison. Est-ce vrai? Demanda l'un d'eux à Alexandre. Il hocha la tête. Maman nous a amenés, elle nous a laissés dehors avec nos affaires et nous a dit de frapper chez tante Claire après son départ. En fait, ai-je ajouté, j'ai des caméras de sécurité. Voulez-vous voir? J'avais installé ces caméras 2 mois plus tôt après des cambriolages dans le quartier, sans en parler à ma famille. J'ai montré la vidéo sur mon téléphone, on voyait clairement Michel déposer les valises, parler aux enfants, puis repartir en voiture en les laissant seuls. C'est une preuve claire d'abandon d'enfants, a dit l'un des policiers. Je veux déposer plainte, ai-je répondu. Et je veux prévenir les services sociaux. Les policiers ont pris nos dépositions et une copie de l'enregistrement.
Les enfants peuvent rester chez vous pour l'instant, mais les services sociaux vont devoir enquêter, expliqua l'un d'eux. Le lendemain, une agente de la protection de l'enfance, Jeanne, est venue chez moi. Elle m'a interrogée ainsi que les enfants séparément, sur leur quotidien et sur le temps qu'ils passaient chez moi plutôt qu'avec leur mère. Si je comprends bien, dit Jeanne, ces enfants passent la plupart de leur temps sous votre responsabilité? Malheureusement, oui. Leur mère les dépose constamment chez moi pour sortir. Et je les soutiens financièrement. J'achète leurs vêtements, je paie leurs activités, je les aide pour le matériel scolaire. Ma sœur touche une pension alimentaire, mais ça ne va clairement pas aux enfants. Jeanne a pris des notes et a dit qu'une enquête serait ouverte pour évaluer l'aptitude de Michel comme mère. Le soir même, Michel a fait irruption chez moi, sans même frapper. Tu as appelé les services sociaux? Mais t'es folle? Tu as laissé 3 enfants seuls dehors pendant 10 minutes. C'est de l'abandon. Ils vont m'enlever mes enfants à cause de toi. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde. Le visage de Michel est devenu écarlate. J'emmène mes enfants tout de suite. Non. La police et la protection de l'enfance ont dit qu'ils restaient ici en attendant. Tu ne peux pas me les enlever. Je ne te les enlève pas. Tu les as abandonnés quand tu les as laissés devant ma porte. Elle a claqué la porte et, une demi-heure plus tard, mes parents m'ont appelé. Claire, tu as tout détruit. Hurla maman. Les enfants de ta sœur pourraient finir en famille d'accueil. En fait, papa, leur père m'a appelé hier. Les services sociaux l'ont contacté. Il veut la garde. Il en a marre de payer une pension à Michel pendant qu'elle dépose les enfants chez les autres. Il va aller au tribunal. Silence au bout du fil. Il va arrêter de lui verser la pension et prendre la garde complète de ses enfants. Honnêtement, ça semble la meilleure issue possible. Mes parents ont raccroché. Je me suis tournée vers les 3 enfants installés devant la télé. Pour la première fois depuis longtemps, ils semblaient détendus et heureux. Ils sont restés chez moi un mois entier, le temps que l'enquête se poursuive et que la procédure judiciaire démarre. C'était la période la plus stable qu'ils avaient connue depuis des années. Sans Michel qui les déposait et les reprenait n'importe quand, nous avions enfin une vraie routine. Je travaillais le matin pendant l'école, j'allais les chercher à 15 heures, on faisait les devoirs, je préparais le dîner, puis je terminais mon travail après leur coucher. Alexandre, Emma et Théo étaient plus sereins que jamais. Ils ne vivaient plus dans l'incertitude permanente du retour de leur mère. Ils savaient à quoi s'attendre chaque jour. Leur père, Jacques, m'appelait régulièrement pour prendre des nouvelles et suivre la procédure. Claire, je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant, m'a-t-il dit au téléphone. Je n'avais aucune idée que Michel te confiait les enfants sans arrêt. Ça dure depuis plus d'1 an. Je suis désolée. Je lui verse 2300 € par mois en pension, en pensant qu'elle s'occupait vraiment d'eux. Mais la plupart de cet argent est parti dans ses sorties et son shopping. Ça va changer. Mon avocat pense que nous avons un dossier solide pour obtenir la garde complète. Le jour du procès est arrivé. J'ai dû prendre congé pour témoigner. La salle d'audience était pleine, Michel et Denis, Jacques et son avocat, mes parents, les services sociaux, les enseignants des enfants. Michel a témoigné la première. J'aime mes enfants, je veux continuer à les élever. Je suis une bonne mère, j'avais seulement besoin d'aide dans une période difficile, dit-elle en larmes. Son avocat a tenté de me faire passer pour une tante intrusive, manipulant la situation pour lui retirer ses enfants. Puis Jacques a témoigné. Monsieur le juge, je verse une pension conséquente depuis 3 ans, croyant que mon ex-femme était la principale éducatrice. J'ai découvert que c'est en réalité ma belle-sœur, Claire, qui les élève, tandis que mon ex passait son temps à courir après des relations. On m'a appelé à la barre ensuite. Mademoiselle Claire, pouvez-vous décrire votre semaine type avec les enfants cette dernière année? Je les avais 5 à 6 jours par semaine, parfois plus. Je les nourrissais, je faisais les devoirs, j'achetais leurs vêtements, je payais leurs activités. Michel les déposait le matin et parfois ne revenait que le lendemain. Avez-vous accepté cet arrangement? Pas vraiment. C'est devenu une habitude imposée. Chaque fois que j'essayais de dire non, Michel me culpabilisait et mes parents m'accusaient d'égoïsme. Et le matin des faits, elle a laissé 3 enfants seuls devant ma maison avant de partir. Elle leur a dit d'attendre 5 minutes avant de frapper, les laissant totalement sans surveillance. Les professeurs des enfants ont ensuite témoigné. Madame Patou, l'enseignante d'Alexandre, a dit « Claire est listée comme contact d'urgence et vient à toutes les réunions parents-professeurs. En 3 ans, je l'ai vue des dizaines de fois. La mère, seulement 2. L'enseignante d'Emma a confirmé. C'est Claire qui gère tout pour elle, autorisation, sorties scolaires, événements, même quand elle est malade.
Et même l'institutrice de maternelle de Théo a expliqué que j'étais toujours la personne de référence pour tout ce qui concernait l'école. Mes parents ont tenté de défendre Michel. C'est une bonne mère, elle traverse juste une période compliquée, dit maman. Elle essaie de bâtir une vie stable avec son nouveau compagnon, ajouta papa. Mais quand le procureur leur a demandé combien de temps les enfants passaient chez moi par rapport à Michel, ils n'ont pas su répondre clairement. La preuve la plus accablante restait la vidéo de surveillance. Le juge a regardé la vidéo 2 fois et son expression a changé quand il a compris ce qui s'était réellement passé. Puis on a présenté les SMS de Michel, ceux où elle exigeait que je garde ses enfants pendant des mois pour qu'elle puisse se concentrer sur sa nouvelle relation. L'accusé considère clairement la garde de ses enfants comme une tâche à déléguer à sa famille afin de poursuivre ses intérêts personnels, déclara le procureur. L'avocat de Michel a tenté de plaider que c'était normal que la famille aide à garder les enfants. Mais le juge n'a pas été convaincu. Il y a une différence entre dépanner ponctuellement et abandonner ses responsabilités parentales, dit-il. Après 2 jours d'audience, le juge a suspendu la séance pour réfléchir. Une semaine plus tard, nous étions tous de retour pour le verdict. Au vu des preuves, je confie la garde exclusive des 3 enfants mineurs à leur père, Jacques Martin, annonça le juge. Michel a éclaté en sanglots. Mes parents étaient abasourdis. Jacques m'a adressé un sourire reconnaissant. Le tribunal constate que l'accusé a constamment échoué à assurer un cadre stable à ses enfants en s'appuyant sur sa famille pour remplir ses obligations parentales. L'incident d'abandon d'enfants révèle un manque de jugement inquiétant concernant leur sécurité. Les pensions alimentaires cessent. Le père assumera désormais l'entière responsabilité financière. C'était fini. Quelques semaines plus tard, Jacques a installé les enfants chez lui. Il leur avait préparé des chambres et les avait inscrits dans des écoles proches. La transition s'est faite étonnamment bien. Les enfants avaient toujours aimé leur père et étaient soulagés d'avoir enfin une stabilité. Ils viennent parfois me voir le week-end. Alexandre m'a confié qu'il se sentait beaucoup plus heureux car il n'avait plus à se demander où il dormirait chaque soir. Michel a épousé Denis lors d'une petite cérémonie. Je n'étais pas invitée, ce qui m'allait très bien. Elle a accouché de son 4e enfant quelques mois plus tard. Depuis le procès, mes parents ne me parlent plus. Ils m'accusent d'avoir détruit la famille de Michel alors que je n'ai fait que protéger les enfants. Mais peu m'importe. Mes neveux et ma nièce sont enfin en sécurité, stables et avec un parent qui veut réellement les élever. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Protéger des enfants, ça veut parfois dire faire des choix difficiles que d'autres ne comprennent pas. Mais ils méritaient mieux que d'être traités comme des obstacles à la vie amoureuse de leur mère. 6 mois après le procès, ma vie avait complètement changé. Pour la première fois depuis le divorce de Michel, je vivais enfin pour moi. Je pouvais travailler à des horaires normaux, dormir le week-end et faire des projets sans craindre une urgence de garde d'enfants. Ma carrière a décollé d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Sans les interruptions constantes et les nuits blanches, j'ai pu assumer des projets complexes. Mon chef m'a promu responsable en développement senior, avec une belle augmentation et la possibilité de travailler sur des applications d'intelligence artificielle de pointe. J'ai même recommencé à sortir. J'ai rencontré Romain, un autre ingénieur, lors d'une conférence technologique. Quand je lui ai raconté mon histoire, il était abasourdi. Tu as quasiment élevé 3 enfants qui n'étaient pas les tiens tout en travaillant à plein temps? C'est incroyable. Épuisant, oui. Je ne sais pas comment font les parents solos. La plupart n'ont pas en plus un travail exigeant et une famille qui profite d'eux, m'a-t-il répondu. Et il avait raison. J'avais normalisé une situation totalement dysfonctionnelle, au point d'oublier à quoi ressemblait une vie équilibrée. Les enfants, eux, s'épanouissaient avec leur père. Jacques les avait inscrits dans de meilleures écoles. Alexandre brillait en maths avancées. Emma chantait dans la chorale. Théo jouait au baseball. Il venait un week-end sur 2, et notre relation était bien plus saine. Je n'étais plus la tante surmenée, dépassée par son travail. Je pouvais profiter d'eux, sorties au cinéma, musée, jeux vidéo à la maison. Claire, tu es plus heureuse maintenant? M'a demandé Alexandre. Tu as l'air plus détendue. Tu n'as plus toujours l'air fatiguée. Oui, je suis plus heureuse. Et vous, vous êtes bien avec votre papa? Oui. A ajouté Emma. Papa fait le dîner chaque soir, il nous aide pour les devoirs, et on n'a plus à se demander où on va dormir. C'était la preuve que le changement de garde était la meilleure chose pour eux. Michel, en revanche, galérait. D'après la famille, son mariage avec Denis battait de l'aile. S'occuper d'un nouveau-né sans pouvoir déposer les aînés chez moi était bien plus dur qu'elle ne l'imaginait.
Elle avait dû prendre un travail à temps plein, car la pension s'était arrêtée. Denis, vendeur, ne gagnait pas assez pour subvenir à toute la famille. J'ai entendu par ma cousine Louise que Michel demandait de l'argent à d'autres proches, en prétextant qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du lait ou des couches. Mais la plupart savaient ce qui s'était passé, et personne ne voulait l'entretenir à nouveau. Mes parents, eux, étaient toujours furieux contre moi. Ils ont coupé tout contact. Honnêtement, c'était un soulagement, marre d'être culpabilisé chaque fois que je posais des limites. Mais le reste de ma famille avait fini par comprendre. Mon cousin Marc m'a appelé quelques mois après le procès. Claire, je te dois des excuses. On savait tous que Michel profitait de toi, mais personne ne voulait se mêler des histoires de famille, m'a avoué mon cousin Marc. Je comprends. Ce que tu as fait demandait du courage. Les enfants sont bien mieux aujourd'hui. Et peut-être que ça servira d'électrochoc à Michel. Élever elle-même son bébé l'obligera peut-être à devenir responsable. Je n'y comptais pas trop, mais bon, on avait déjà vu des miracles. 1 an après le procès, j'ai acheté ma première maison. Une belle demeure de 3 chambres, avec un grand jardin et un bureau rien qu'à moi. J'ai invité Jacques et les enfants pour une pendaison de crémaillère. Elle est géniale, ta maison, tata Claire. S'est exclamé Théo en courant partout dans le jardin. Merci mon grand. Vous aurez toujours vos chambres ici quand vous viendrez. Pendant que les enfants exploraient les pièces, Jacques m'a prise à part. Claire, je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Je sais que ça t'a coûté ta relation avec tes parents et ta sœur. Ces relations n'étaient pas saines de toute façon. Je suis mieux sans tout ce drame. Les enfants vont tellement bien. Alexandre a fini son semestre avec les félicitations. Et la maîtresse d'Emma dit qu'elle est l'une des élèves les plus brillantes de sa classe. Ce sont de super enfants. Ils avaient juste besoin de stabilité. Tu leur as donné ça d'abord, et maintenant moi. Tu les as sauvés de longues années de chaos. En y repensant, je réalisais que tenir tête à Michel avait été la meilleure décision de ma vie. Pas seulement pour les enfants, mais pour moi aussi. J'avais passé des années à cautionner son comportement irresponsable par culpabilité, pour ne pas faire de vagues. Mais être une bonne tante, une bonne sœur ou une bonne fille, ça veut parfois dire savoir dire non à des demandes déraisonnables. Michel avait cru que je serais toujours disponible, comme une nounou gratuite, parce que je n'avais jamais posé de limite. Elle pensait pouvoir aller jusqu'à m'abandonner ses enfants, sûre que je céderais comme toujours. Mais il arrive un moment où il faut choisir entre continuer à alimenter la dérive de quelqu'un, ou protéger les innocents qui en souffrent. Ces 3 enfants méritaient mieux que d'être traités comme des fardeaux face à la vie sentimentale de leur mère. Ils méritaient un parent qui voulait réellement les élever, pas quelqu'un qui les voyait comme des obstacles à contourner. Aujourd'hui, il l'avait trouvé. Et moi, j'avais retrouvé ma vie. J'étais fière de mon choix. Ce n'avait pas été facile, et cela m'avait coûté certains liens familiaux, mais c'était la bonne décision. Parfois, défendre ce qui est juste veut dire accepter que certains ne vous pardonneront jamais. Mais vivre avec intégrité vaut mieux que de préserver des relations basées sur la culpabilisation et la manipulation. J'étais enfin libre de construire la vie que je voulais. Et ça, c'était bien plus précieux que n'importe quelle approbation familiale.